Donc, la mairie qui est en charge des écoles primaires, le département en charge des collèges, les lycées, la région en charge des lycées. Mais ça va aussi englober les crèches municipales, les maisons de retraite et les EHPAD municipaux et les restaurants collectifs. Quand on parle de restaurants collectifs, on va entendre par exemple la cantine des agents de la région ou du département. Il y a deux modes de gestion. Premier mode de gestion, la régie directe. Alors la régie directe, c'est quand une collectivité a souhaité garder toute la compétence de la cantine. Je vous donne un exemple. C'est une cantine scolaire. La mairie va employer les personnes pour faire les repas en cuisine, va employer les personnes pour faire le service, va gérer ses approvisionnements directement et va avoir en charge tout ce qui va être protocole alimentaire, plan de maîtrise sanitaire, traçabilité. Elle va garder la totale compétence. Mais elle peut faire le choix aussi, et certaines municipalités ou régions font le choix de faire une gestion déléguée. Donc là, c'est-à-dire que l'entité publique, donc la collectivité, va déléguer à généralement un groupe de restauration la gestion de sa cantine. C'est-à-dire que c'est le groupe de restauration qui va gérer les approvisionnements, qui va gérer le personnel en cuisine et au service, qui va s'occuper de la traçabilité, etc. La mairie, enfin, ou la collectivité, par contre, va avoir un droit de regard. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas comme ça sans regarder ce que fait l'entité, ce que fait l'entreprise. Donc, chaque année, on va faire ce qu'on appelle un rapport de délégation de service public dans lequel l'entité en charge va décrire qu'est-ce qui s'est passé sur cette année, est-ce qu'il y a eu des enquêtes de satisfaction, est-ce qu'il y a eu des investissements, au niveau des plans comptables où on en est, etc. Donc, même si c'est délégué, la mairie ou la collectivité garde quand même un droit de regard. Au-delà de ces deux modes de gestion, il y a trois modes de préparation des repas. Il y a ce qu'on appelle la cuisine sur place. Ça, c'est ce que vous connaissez, c'est le restaurant lambda. J'ai ma cuisine, je cuisine dans ma cuisine, je sers dans une salle qui est à côté. Voilà, ça, c'est quelque chose de très traditionnel. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la liaison froide. Là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les repas, ils vont être construits sur une cuisine centrale, c'est-à-dire que vous allez livrer les denrées sur la cuisine centrale. La cuisine centrale va confectionner les repas, les refroidir et les livrer sur ce qu'on appelle des offices. Les offices, c'est les petites cuisines que vous allez avoir adossées aux salles de restauration qui vont permettre notamment de remettre les repas en température pour les servir. Donc, généralement, quand on a une délégation de service public, on a souvent ce concept de liaison froide. On peut avoir plus rarement ce que nous on appelle la liaison chaude, où là, c'est construit sur la cuisine centrale et c'est maintenu en température jusqu'à ce que ce soit servi au consommateur. C'est plus contraignant parce que du coup, ça doit être dans un périmètre beaucoup plus restreint, géographiquement parlant, parce qu'il faut pouvoir maintenir en chaleur les repas. Ça va être souvent des petites collectivités ou des petites mairies, villes moyennes, qui ont une cuisine sur leur territoire et qui décident de livrer l'école A, l'école B ou l'école C, qui sont dans un périmètre très restreint et qui se disent, bon, on va faire de la liaison chaude, ça coûte moins cher en investissement et du coup, ça nous permet de le faire parce que notre périmètre est très restreint. Les collectivités, au-delà de la gestion, au-delà du mode de préparation des repas, elles ont des contraintes en termes de nutrition et en termes de qualité des produits. Et c'est ces contraintes qui vont vous permettre d'accéder et de valoriser vos produits. Dans ces contraintes, on va avoir ce qu'on appelle le GEMRCN. Je vous passe l'acronyme, Groupe d'études de marché de restauration collective et nutrition. À quoi ça sert? Ça sert à assurer une gestion efficace et économique, mais ça sert aussi à respecter les normes nutritionnelles et les optimisations des coûts. Pour vous donner une idée, que vous ayez une idée de à quoi ressemble un tableau de GEMRCN, donc c'est des tableaux qui sont répartis en fonction de l'âge. Donc, il va y avoir la petite enfance, l'enfance, il va y avoir aussi les personnes plus âgées. Et dans ces tableaux, il va être écrit, ben voilà, sur 30 repas, il faut qu'il y ait tant de fois de la viande, il faut qu'il y ait tant de fois du poisson, il faut qu'il y ait tant de fois des crudités. C'est ce qui va permettre aux collectivités d'équilibrer leurs repas. On va avoir aussi ce qu'on appelle le plan national nutrition santé 4. Du coup, on en est au 4e, qui va permettre de promouvoir une alimentation équilibrée, mais qui va avoir des exigences. Inclusion de fruits et légumes frais, réduction de sucre, sel, matières grasses, diversité alimentaire. Ces deux imposés vont vous permettre, vous, du coup, de valoriser vos produits. Les fruits et légumes frais, le local,
Mais il va y avoir aussi ce dont vous avez déjà très certainement entendu parler, ce qu'on appelle la loi Egalim. Aujourd'hui, on a souhaité faire un focus sur cette loi Egalim pour que vous puissiez comprendre comment cette loi Egalim, elle va vous favoriser dans les marchés publics. Donc, cette loi Egalim, il y a des enjeux. L'enjeu, justement, rémunérer justement les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Promouvoir les circuits courts et locaux. Renforcer la qualité sanitaire et environnementale et nutritionnelle. Favoriser une alimentation sûre, saine et durable pour tous. Renforcer les engagements sur le bien-être animal, mais aussi réduire l'utilisation du plastique et du gaspillage alimentaire. Mais vous allez me dire, c'est bien, c'est des enjeux, mais comment ça se matérialise dans la pratique pour nous? Comment ça se matérialise? Cette loi, elle a des objectifs. Elle a des objectifs chiffrés. 50% de produits de qualité et durable. 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Un menu végétarien par semaine. Interdiction des plastiques à usage unique. Et transparence des informations fournies aux consommateurs. Mais cette loi, elle va s'appliquer pour qui? Pourquoi? Elle va s'appliquer pour les écoles. Donc, par école, on entend l'ensemble des établissements scolaires qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire les lycées, les collèges et les écoles primaires. Les établissements de santé, ça peut être des hôpitaux, les maisons de retraite et les restaurants d'entreprise. Bien sûr, restaurants d'entreprise, on va entendre aussi les restaurants collectifs des agents. On a souhaité faire un focus sur les modalités d'approvisionnement. Parce que c'est bien de dire, voilà, 50% de produits de qualité et durable, mais comment ça se valorise et comment on fait le décompte? Les modalités d'approvisionnement, elles vont nous donner des sources privilégiées d'approvisionnement, c'est-à-dire des producteurs qui vont répondre au label de qualité Egalim, qu'on va voir par la suite. Mais aussi, on va nous demander, nous, entités et collectivités publiques, d'établir des contrats à long terme et avec des critères de sélection durables. Par la suite, on verra les critères de sélection. Chaque année, les collectivités doivent produire un indicateur, un indice pour dire, voilà, est-ce qu'on a respecté ou pas notre engagement Egalim. Et dans ce décompte, il y a deux produits qui vont rentrer en compte. Les produits certifiés agriculture biologique, les labels de qualité, label rouge, AOP, AOC, IGC, STG. STG un peu moins connu, c'est spécialité traditionnelle garantie. Ça va être par exemple les moules de Bouchot qui le sont depuis 2013. Les produits de la pêche durable, label MSC ou tout autre label, écolabel de pêche durable, le commerce équitable, la mention issue d'une exploitation HVE plus le niveau 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette mention-là, il y a 3 niveaux. Issu d'une exploitation HVE, c'est le plus haut. Le niveau 2, c'est un niveau un petit peu moins disant que les collectivités vont pouvoir accepter jusqu'au 31/12/2026. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une exploitation HVE? C'est une exploitation avec des bonnes pratiques agroécologiques. Il va y avoir un cahier des charges qui est établi par l'État et ce cahier des charges, il va tendre à la préservation des écosystèmes, mais aussi à la limitation de la pression sur les environnements. Les régions ultra-périphériques, les RUP, là, ça va un peu moins vous concerner parce que ça concerne vraiment nos territoires ultramarins et les outre-mer. La mention fermier, produits fermiers ou produits à la ferme. Les produits acquis suivant des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle. Alors, c'est une grande phrase pour expliquer que les externalités environnementales, ça va être tous les impacts sur l'air, le sol et l'eau. Et enfin, les produits acquis principalement sur la base de leur performance en matière environnementale et les approvisionnements directs. Là, ça va être tout ce qui est circuit court, circuit long. L'exemple de calcul de ratio. Je pense que pour que ça vous parle, on a choisi de mettre un exemple de calcul. Par exemple, vous voyez, donc sur un total d'achat annuel d'une collectivité, on va dire de 100 000 euros. Dans ces 100 000 euros, ils ont dépensé 15 000 euros en produits biologiques, 10 000 euros en label rouge, 5 000 euros en AOP, AOC, 20 000 euros en pêche écolabel. C'est totalement fortuit, c'est des chiffres inventés, mais c'est que vous puissiez comprendre. Donc, tous ces produits-là qui rentrent dans le décompte Egalim vont totaliser un montant de 50 000 euros. Et du coup, si on fait le ratio, on peut voir que cette collectivité est bien à 50% de produits de qualité et durable et du coup respecte les engagements de la loi Egalim. Cependant, il y a d'autres leviers, c'est-à-dire que la loi Egalim, elle existe, elle est là et elle est là pour renforcer, mais il va y avoir aussi des initiatives locales.
et des volontarismes locaux qui vont permettre l'intégration de produits locaux. Par exemple, tout ce qui va être catégorie de produits basés sur les performances environnementales, impact environnement réduit, méthode de production durable, les labels certifiés. On peut aller encore plus loin. Egalim, c'est 50%, mais il y a des collectivités qui souhaitent aller plus loin. Voilà, qui part sur du 20% bio. J'ai beaucoup de collectivités qui vont aller sur du 50%, par exemple. Mais c'est du volontarisme local. Voilà. Les exemples, les fruits et légumes de saison, qui ne sont pas dans le décompte Egalim, les viandes et produits laitiers durables. On va aussi avoir des collectivités qui, elles, vont accentuer leur volontarisme sur les approvisionnements directs des produits de l'agriculture pour réduire les intermédiaires, garantir la fraîcheur. On va être sur des marchés de producteurs locaux, des groupements d'achat, des contrats directs. Dans votre région, par exemple, il y a la plateforme Oxydalim qui interviendra tout à l'heure et la charte des achats durables de la région. Tous ces volontarismes qui vont être mis dans les cahiers des charges vont vous permettre, vous, derrière, de valoriser vos produits de la région. Pareil, il y a des plans alimentaires territoriaux. Qu'est-ce que c'est? Ça va servir à renforcer les circuits courts et à améliorer la qualité des repas pour promouvoir la durabilité. Je peux vous donner 2 exemples en Occitanie. Il y a le PAT du Pays de l'Or, où là, il a été mis dans les cahiers des charges une augmentation de la part des produits locaux dans les cantines scolaires. Et donc, ça a valorisé les producteurs locaux. Le PAT du Grand Pic Saint-Loup, pareil, intégration de produits locaux et bio dans les repas publics. Là aussi, on est allé plus loin que la loi Egalim et on a mis en place un réel volontarisme politique. Donc, la loi Egalim c'est la base. Maintenant, chaque collectivité peut choisir d'aller plus loin et peut choisir d'avoir un réel volontarisme sur les produits locaux. L'essentiel. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit quiz. Je vais donner les 3 réponses, enfin la question, je vais donner les 4 réponses. Il y a un sondage qui va être mis en place par Océane. Océane, je te laisserai me donner le go quand le sondage est répondu pour que je puisse afficher la réponse et expliquer. Ça marche, Marion. Super. Du coup, quelles sont les différentes formes de restauration collective? A. Scolaire, crèche, maison de retraite, restaurant collectif. 2. Restauration rapide, traiteur, cantine d'entreprise. 3. Restaurant, bistrot, café. 4. Restaurant d'hôtel, snack et bar. Je lance le top au sondage. C'est bon pour moi. Je vous laisse répondre rapidement et comme ça, on pourra envoyer du coup la bonne réponse. Alors, quelle est la réponse qu'il se dégage, Océane? Alors du coup, j'ai 15 réponses qui ont choisi la première réponse, scolaire, crèche, maison de retraite et restaurant Et bien, collectif. c'est exactement ça. Voilà. Scolaire, crèche, maison de retraite et restaurant collectif. Allez, maintenant on est sur la lancée, on va faire une deuxième petite question qui est quelles sont les contraintes spécifiques imposées en matière de restauration collective? Donc j'ai le 1, la loi SRU et le GEMRCN, la loi Grenelle 2 et le PNNS 4, la loi Egalim, le GEMRCN et le PNNS 4, et la loi NOTRe, le GEMRCN et le PNNS 4. Je laisse lancer le sondage. Le sondage est lancé, vous pouvez répondre du coup. Alors, quelle réponse se dégage? Alors j'ai 16 réponses et du coup ce serait la réponse loi Egalim, GEMRCN et PNNS4. C'est parfait. Ça donne un petit air de qui veut gagner des millions, mais vous êtes parfait. Vous avez bien répondu. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu comment se passe la restauration collective, quelles contraintes ils ont,
pour faire leurs approvisionnements, comment ça fonctionne, on a fait le choix de vous proposer une partie sur les fondamentaux des marchés publics. On va ouvrir cette partie avec les principes du Code de la commande publique, parce que je pense qu'il était important de les rappeler. C'est-à-dire qu'il y a la liberté d'accès à la commande publique. Tout le monde peut soumissionner à un marché public. L'égalité de traitement des candidats. Ça, on va le voir par la suite, mais l'égalité de traitement, elle va passer notamment, par exemple, par les critères. Les critères de notation, vous les avez au moment où vous répondez, ils sont connus de tous. Ça va permettre l'égalité de traitement de tous les candidats. La transparence des procédures. On en parlera aussi plus tard, mais quand vous, par exemple, si malheureusement vous n'êtes pas reçu à un marché public, vous pouvez totalement demander le rapport d'analyse des offres. Dans ce rapport, vous allez trouver, à titre d'exemple, à combien a été attribué le marché et finalement, pourquoi il ne vous a pas été attribué à vous. Est-ce que c'était une raison technique? Est-ce que c'était une raison de prix? Et vous, ça va vous permettre par la suite d'orienter votre stratégie en marché public. Un petit glossaire, ça fait jamais de mal de rappeler les choses. Marché public, donc c'est quoi? C'est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public et un fournisseur. J'insiste sur le titre onéreux pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. Exemple, contrat pour la fourniture de denrées alimentaires à une cantine scolaire. On va avoir un mot que vous allez retrouver très souvent qui est pouvoir adjudicateur. C'est l'organisme ou l'autorité publique qui passe le marché public. Par exemple, la municipalité, une région, un département ou un organisme public. Vous allez voir aussi apparaître le terme soumissionnaire. C'est une entreprise ou une personne qui propose une offre en réponse à un appel d'offres. Donc, c'est vous. Donc, gardez bien en tête que le pouvoir adjudicateur, c'est la collectivité. Le soumissionnaire, c'est vous. Et le dossier de consultation des entreprises, vous allez souvent entendre parler de DCE, c'est l'abréviation, et c'est l'ensemble des documents fournis par le pouvoir adjudicateur pour permettre aux candidats de répondre à un appel d'offres. Ça va être par exemple le règlement de consultation, le cahier des charges, les formulaires de soumission. Ne vous inquiétez pas, ça c'est des choses qu'on va revoir par la suite. Les différents types de marchés de restauration collective. Je pense qu'il était important de revenir là-dessus pour vous permettre, quand vous allez faire votre veille, de savoir sur comment il faut faire la veille et quel marché vous correspond. On a la délégation de service public. On en a déjà parlé quand je vous ai parlé de collectivités qui délèguent l'entièreté d'une cantine, par exemple de la gestion d'une cantine, à un organisme, à une entreprise privée. Donc ça va être des Elior, Sodexo, ce genre d'entreprise. Ensuite, on va avoir les marchés de prestation de services. Là, c'est une entreprise qui va, dans sa cuisine centrale, cuisiner les repas et les livrer sur les offices. Vous savez, c'est les petites cuisines dont on a parlé tout à l'heure, sur les offices. Mais ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que son contrat va s'arrêter à la porte de l'office. Il livre les repas et après, c'est la ville ou la collectivité qui prend le relais, qui met en assiette, qui sert, etc. Et enfin, on a les marchés de fourniture de denrées. Et c'est ces marchés de fourniture de denrées qui vont vous intéresser à l'heure actuelle. La délégation de services publics et le marché de prestation de services, ça va être plutôt pour des entreprises de restauration collective. Alors que la fourniture de denrées, ça va être les marchés auxquels vous allez pouvoir prétendre. La notion d'allotissement. Après discussion, on a trouvé très important de vous parler de la notion d'allotissement parce que c'est les marchés de denrées sont très souvent allotis. Vous allez voir, quand vous allez télécharger le DCE, donc le dossier de consultation des entreprises, vous allez voir lot 1 fromage, lot 2 viande, lot 3 poisson, et vous allez dire, c'est quoi ces lots? Un lot, en fait, c'est la division d'un marché en plusieurs lots séparés. Le but de ça, quand on fait des marchés allotis, c'est de vous faciliter l'accès, vous, PME, au marché, d'optimiser la gestion du marché et de favoriser la concurrence. Vous allez me dire, mais en quoi ça favorise la concurrence finalement? Si on avait un seul marché dans lequel on vous demandait l'approvisionnement de l'entièreté des denrées, c'est-à-dire le fromage, je donne des exemples, mais la viande, le poisson, les fruits et légumes, etc., vous me diriez, oui, mais nous, on fait, par exemple, on est maraîcher ou nous, on est producteur bovin, on ne peut pas répondre sur l'entièreté du marché. Et bien, justement, l'allotissement vient répondre à ça. C'est-à-dire qu'un lot égale un marché. La collectivité, elle a passé plusieurs lots parce que c'est plus facile pour elle de faire une seule procédure et d'analyser tous les lots en même temps. Mais gardez bien en tête, un lot égale un marché. Donc, sur un marché où il y a peut-être 15 lots,
Si vous êtes en capacité de répondre uniquement à un seul lot, ce n'est pas grave. Vous pouvez répondre à ce lot-là. Les types de lots. Il va y avoir des lots techniques, donc basés sur des spécifications techniques. Par exemple, produits frais, produits secs, produits laitiers. Il va y avoir des lots géographiques basés sur la zone de livraison ou le service. Par exemple, chez nous, ça peut être, il y a un lot où on va livrer uniquement, je sais pas, les lycées de l'agglomération montpelliéraine, et il y a un second lot où on va livrer les lycées de la communauté de communes du bassin de Thau. Les lots par nature de produits, donc là, c'est basé sur différents types de produits. Les fruits, les légumes, les viandes, les boissons. Les lots par nature de produits, c'est souvent ce qui va être choisi parce que ça va vraiment permettre d'ouvrir à tous l'accès à ces marchés-là. Le lot par nature de produits vs le lot technique, le lot par nature de produits est plus précis. C'est-à-dire que le lot technique, on va avoir produits laitiers. Le lot par nature de produits, on pourra avoir fromage, yaourt. On va aller vraiment plus dans le détail si on le souhaite. Après, l'allotissement, il est à la discrétion de la collectivité qui passe l'appel d'offres. Il n'y a pas de règle. C'est eux qui vont choisir comment ils choisissent d'allotir leur marché ou non. Les pièces d'un DCE, parce qu'une fois on sait que voilà, il est alloti, on se dit bon voilà, je répondrai bien sur tel lot. Ok, je télécharge le DCE. Qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur de ce DCE? Je vais trouver le règlement de consultation, la Bible, comme j'aime l'appeler. C'est le document que vous devez lire en premier. C'est le document dans lequel vous allez avoir toutes les informations concernant la procédure. Ça va être l'heure à laquelle vous devez rendre votre appel d'offres, comment vous le devez le rendre, quelle plateforme. Ça va être les critères de notation. Ça va être, si vous avez des questions, comment poser vos questions. Ça va être les documents que vous devez rendre. Tout ce qui va toucher à la procédure sera dans le règlement de consultation. Donc, c'est là vraiment le premier document à lire dès que vous ouvrez le DCE, vous lisez le règlement de consultation. Et d'ailleurs, vous allez souvent trouver sur certaines plateformes, et notamment AWS, il me semble, vous allez avoir le DCE et le RC, donc le règlement de consultation, qui est sorti du DCE, pour vous en prouver l'importance. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger le DCE, il sera à l'intérieur, mais il a aussi été choisi de le mettre à l'extérieur pour qu'on puisse vous dire, voilà, c'est le document le plus important. Au-delà du règlement de consultation, on va avoir le cahier des clauses particulières administratives. Donc là, c'est tout ce qui va être administratif par rapport à votre marché. On va avoir par exemple la formule de révision des prix, dont on parlera après. On va avoir les modalités de facturation, qu'est-ce que vous devez mettre sur votre facture, comment vous transmettez votre facture, ce genre de choses. Et on va avoir le cahier des clauses techniques particulières. Là, c'est toute la technicité. C'est-à-dire, on va avoir les calibrages, les labels, les modalités de livraison, les engagements que vous devez avoir en termes de qualité, ça sera là-dedans. Alors, il y a deux solutions. Soit dans votre dossier de consultation des entreprises, vous allez trouver ces deux documents distincts, CCAP, CCTP. Il y a des entités qui choisissent de les fusionner et on appelle ça un CCP. Mais ça, on y reviendra par la suite et je laisserai Oxytalim parler justement du CCP. Le bordereau des prix unitaires, ce qu'on appelle le BPU. Je sais que ça fait énormément d'acronymes, mais en marché public, voilà, une fois que vous connaîtrez ces 5-6, vous aurez déjà une bonne partie des acronymes des marchés publics. Donc, le bordereau des prix unitaires, c'est là où vous allez rentrer vos prix. Généralement, c'est un tableau Excel dans lequel il y a des lignes et c'est à vous de rentrer vos prix. J'insiste sur le fait que les documents contractuels, donc qui vous sont fournis dans le DCE, ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas modifier un bordereau des prix unitaires parce que le conditionnement ne vous convient pas ou parce que vous voulez rajouter des lignes, enlever des lignes, etc. Ce n'est pas possible. Je préfère le préciser tout de suite. Pareil, le devis qualitatif estimatif, ce qu'on appelle le DQE. Le DQE, c'est ce qui va permettre aux collectivités, justement, d'analyser vos offres de manière égale pour tous les candidats. C'est-à-dire la collectivité va estimer que, voilà, sur les lignes qu'elle vous a demandées, en prix unitaire, elle va estimer qu'elle a besoin de 10 000 yaourts, qu'elle a besoin de X kilos de viande. Voilà. Elle va multiplier ça par les prix unitaires qui ont été donnés par les candidats et ça va lui donner un montant estimatif, un devis estimatif. C'est à partir de ce montant-là qu'elle va vous comparer avec les autres candidats. Et enfin, le cadre de réponse technique, le CRT.
il est en italique parce qu'en fait, il n'est pas toujours présent dans tous les marchés. On peut vous demander soit un mémoire technique un peu plus libre, soit le cadre de réponse technique. Si vous avez un cadre de réponse technique, je vous invite à répondre précisément et clairement à l'ensemble des questions du cadre de réponse. Parce que c'est sur ça que votre note technique va être posée et va être analysée. Plus vous serez précis dans ce que vous allez apporter comme réponse, plus vous serez clair, plus ce sera facile pour la personne qui va analyser les offres de savoir voilà, où placer votre offre, comment l'analyser, comment elle se situe par rapport aux offres des autres candidats. Dites-vous bien que parfois, pour des lots, on va avoir peut-être 10, 20 réponses. Donc, plus votre réponse sera claire et plus ce sera simple pour la personne qui analyse à trouver les réponses qu'elle souhaite, plus votre potentiel de gain sera multiplié. Les différentes étapes d'une procédure. On en a parlé tout à l'heure, on en parlait justement avant que vous arriviez, pour vous donner une temporalité d'une procédure. Parce que vous, ça peut vous paraître extrêmement long, et du coup, que vous ayez bien en tête voilà, à peu près combien de temps ça dure. Il y a le premier point, c'est la publication. C'est-à-dire que l'entité, la collectivité, va publier. Généralement, en moyenne, les entités vont laisser 30 jours à peu près pour répondre aux offres et pour donner une date de réception des offres. 30 jours, c'est une moyenne. Le Code des marchés publics, lui, dit qu'on doit laisser un délai raisonnable. Vous allez avoir des collectivités qui vont faire moins, vous allez avoir des collectivités qui vont faire plus, mais en moyenne, on a estimé dans la pratique que 30 jours, c'était un délai plutôt raisonnable. Donc, la collectivité va réceptionner les offres, elle va les enregistrer, on va ouvrir les plis, on va vérifier qu'il y a tous les documents qu'on vous a demandés, et après, on va procéder à l'analyse sur la base des critères qu'on vous a communiqués dans le règlement de consultation. On va établir un rapport d'analyse des offres qui va être remis à destination de ce qu'on appelle la commission d'analyse des offres. Cette commission d'analyse des offres, dans laquelle va être présente, par exemple, si je prends une mairie, il y aura le maire qui va être présent pour choisir, il y aura l'adjoint à la restauration. Voilà, c'est une commission où on se réunit pour discuter de ce qui a été analysé et des candidats qu'on souhaite retenir pour ce marché. Je vous ai mis au-dessus en moyenne 3 mois. Ça peut vous paraître très long, mais il faut savoir qu'il n'y a pas des commissions d'appel d'offres toutes les semaines, tous les jours. Ça va dépendre voilà, des dates des commissions d'appel d'offres. Souvent, dans une commission d'appel d'offres, on va analyser plusieurs appels d'offres en même temps. Donc, il n'y aura pas forcément que les marchés de denrées, il peut y avoir autre chose en même temps. Donc, on essaye de regrouper et c'est pour ça que ça prend du temps. Et comme je vous disais, quand on analyse les offres, parfois, on va peut-être avoir 20 réponses sur un lot. Donc, le temps qu'on ait le temps de regarder et de donner sa chance et d'analyser correctement l'ensemble des documents qu'on a reçus, bah, ça prend forcément un peu de temps. Et après, une fois qu'on a fait cette commission d'analyse des offres, il y a une petite chose qui peut vous paraître étonnante, mais on va informer d'abord les candidats non retenus. Je sais que c'est pas forcément voilà, quand on regarde ça, on se dit bon, c'est étrange, mais voilà, dans le code des marchés publics, on va d'abord informer les candidats non retenus et après on va devoir attendre minimum 11 jours. Donc vous voyez, hein, entre le moment où on a eu les 30 jours, on a eu les 3 mois, là on doit encore attendre 11 jours avant d'informer le candidat retenu. Donc dites-vous bien que souvent en marché public, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Parce que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que vous ne faites pas forcément partie des candidats non retenus. Donc voilà, une fois qu'on vous a informé que vous étiez retenu, là, on va vous envoyer des documents pour vous dire, voilà, il nous manque certaines attestations, URSSAF, souvent, voilà, tous les cabis à jour, ce genre de choses. Dites-vous bien que plus vous prenez de temps à répondre, et plus derrière, ça va rallonger le temps pour faire le démarrage du contrat. Donc, c'est pour ça qu'on vous presse et souvent, on va vous dire, oui, ben voilà, vous avez 10 jours, 5 jours pour répondre, mais c'est que plus vous allez répondre vite, plus vite, nous, derrière, on va pouvoir continuer la procédure. Et la procédure, elle va continuer comment? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré tous vos documents, on va passer au contrôle de légalité. Ça, c'est la préfecture, c'est une autre autorité compétente qui va vérifier que le marché public il a été passé dans des bonnes conditions, que tout le code des marchés publics a été respecté, qu'on a respecté l'égalité entre les candidats, qu'on a respecté la transparence, etc., et que tout est en vigueur. Une fois que ça revient du contrôle de légalité, c'est uniquement à ce moment-là qu'on signe définitivement et qu'on va pouvoir démarrer notre contrat. Donc, vous imaginez bien qu'entre le moment où c'est publié et le moment où on signe, bah, il y a entre 4 5 mois parfois. Ça peut arriver.
Ça peut être plus rapide, ça peut être plus long, ça va dépendre de la collectivité. L'essentiel. Je propose qu'on refasse un petit quiz du coup sur cette partie, si tu es prête, Océane. C'est parfait pour moi. C'est parti. Donc, quels sont les différents types de marchés en restauration collective? 1. Marché de fourniture, marché de travaux, marché de services. 2. Marché privé, marchés internationaux, marché d'État. 3. Marchés locaux, marchés régionaux, marchés nationaux. Et 4. Marché de denrées, marché de prestations de services et délégation de services publics. Au sondage. Alors, quelle réponse se détache? Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette Ah, réponse-là. d'accord. Alors, j'ai quelques réponses une sur les marchés de fourniture, marchés de travaux, etc. Et en majorité sur la dernière réponse, sur les marchés de denrées, marchés de prestations de services et de délégation de services publics. D'accord. Alors, on est bien sur la quatrième réponse. Pour les personnes qui ont coché le numéro 1, fourniture, travaux et services. Fourniture, travaux et services, ce n'est pas spécifique au marché de restauration collective. C'est dans l'ensemble des marchés publics, sur l'entièreté des marchés publics, on va avoir des marchés de fourniture, des marchés de travaux et des marchés de services. Par contre, sur la restauration collective en tant que telle, on va être sur denrées, prestations de services et délégation de services publics. C'est la petite nuance. Qu'est-ce qu'un allotissement en marché public? On l'a vu, c'est une bonne question. Une procédure de sélection des fournisseurs basée sur une évaluation globale sans division du marché. Une technique de gestion des stocks visant à optimiser l'approvisionnement des matières premières. Ou encore la division d'un marché en plusieurs lots afin de favoriser la concurrence et permettre à différentes entreprises de soumissionner sur les différentes parties distinctes du marché. Je te laisse lancer le sondage. Hop, c'est lancé. Super. Alors, quelle est la réponse qui se détache? Alors, en majorité, les participants ont répondu la division d'un marché en plusieurs lots afin de favoriser la concurrence et permettre de soumissionner sur des parties distinctes. C'est exactement ça. Et comme je vous le rappelle, et je réinsiste là-dessus, un lot égale un marché. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a 20 lots, à aller répondre sur le lot qui vous correspond et sur le lot sur lequel vous êtes apte à répondre. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous n'êtes pas obligé de répondre à l'ensemble des lots. Je vais laisser la main à Occitalim, du coup. Bonjour à tous. Bonjour, Clara Pietri, acheteuse pour Occitalim. On s'est rendu compte dans ce webinaire qu'il y avait plusieurs typologies d'inscrits. Il y a des titulaires de marché Occitalim. Il y a des entreprises qui ont candidaté lors de nos 4 dernières phases de marché, mais qui pour une raison ou pour une autre ne se sont pas vues attribuer les marchés. Et il y a des sociétés qui souhaiteraient peut-être candidater lors du lancement de nos prochaines phases de marché. Donc vous connaissez tous Occitalim de près ou de loin. Et nous, il nous a semblé opportun d'intervenir pour réexpliquer ce qu'est Occitalim, la centrale d'achat alimentaire régionale, et de vous donner le b.a.-ba pour pouvoir répondre à nos appels d'offres de manière efficiente. Donc, Occitalim a été créé par la région au premier trimestre 2020. Donc, c'était dans le cadre du pacte régional pour une alimentation durable. Et donc, c'est une ambition politique qui veut structurer les filières agroalimentaires de l'amont à l'aval et éduquer les jeunes populations à une alimentation saine et durable, notamment via les pratiques d'achat dans la restauration collective scolaire. Et donc, Occitalim, Marion vous a expliqué ce qu'était la loi Egalim. Occitalim se veut un outil complémentaire pour répondre à la loi Egalim avec une ambition régionale qui est encore plus importante puisqu'elle est atteindre 75% des produits bio et locaux, dont 30% de bio dans les cantines d'ici 2028. Donc, Occitalim,
c'est une équipe de 4 personnes. Donc, on est 2 acheteuses, toutes les deux présentes sur ce webinaire. Et on va s'occuper du sourcing et de la partie marché pour cette centrale d'achat alimentaire régionale. Donc, on va être en veille constante, on va être en discussion quotidiennement avec tout l'écosystème du territoire afin de connaître l'offre et les acteurs en capacité de répondre aux contraintes de la restauration collective. Et donc, dans cet écosystème, il y a les chambres d'agriculture, les interprofessions, les plateformes de regroupement de l'offre, les producteurs et les distributeurs. Donc, une fois qu'on connaît l'offre existante territoriale, on va s'occuper toutes les deux d'élaborer, exécuter et de suivre nos marchés publics. Donc, ces marchés publics, ils ont des allotissements qui sont à minima à l'échelle d'un département. Donc, il y en a 3 types. Il y a des marchés avec des départements seuls, des marchés avec plusieurs départements et des marchés régionaux. Donc, nous, on va demander aux candidats qui se positionnent sur nos marchés d'avoir la capacité logistique à minima d'un département. Donc, nos marchés, ils sont non exclusifs, c'est-à-dire qu'on apporte un service gratuit, clé en main pour les établissements qui sont adhérents de notre centrale, les lycées. Donc, on va mettre à disposition des lycées les références de nos titulaires de marché directement sur leur outil de commande. En restauration collective, des choses comme ça. C'est bon, Clara, j'ai coupé le micro, vous pouvez y aller. Oh, pardon, on m'a coupé le micro. Donc, on va mettre à disposition les références de nos titulaires de marché directement sur l'outil de commande de nos adhérents, qui s'appelle aujourd'hui EasyList, qui est un logiciel qui est commun à tous les lycées de la région. Et donc, ça va commander nos références via cet outil de commande, va aider les établissements à faire remonter leur taux d'achat en produits de qualité et de proximité. Donc ensuite, on va avoir dans notre équipe de 4 un service d'assistance et d'animation qu'on met à disposition des lycées, nos adhérents, et de nos titulaires de marché. C'est-à-dire que on va les aider au quotidien, on va être à leur disposition pour répondre à leurs questions, pour leur faire comprendre notre offre et pour les faire se rencontrer. Donc sur plusieurs modèles. Les animations, elles peuvent être sur des salons annuels à l'échelle régionale ou départementale avec des réunions de bassin ou autres. Voilà. Donc on a plusieurs modèles d'aide, d'animation qu'on met à disposition des établissements comme de nos titulaires de marché. Très bien, donc je vais prendre la suite pour compléter ce qu'a dit Clara, qui vous a donné un petit peu le contexte et l'ambition, on va dire, et le mode de fonctionnement d'Oxitalim. Et donc, je vais prendre la suite pour préciser 2 parties qui sont d'abord la première, ça va être la partie sourcing. L'importance pour nous de travailler sur ce sourcing. Donc, comme ça vous a été expliqué, ben, il y a tout un cadre réglementaire et l'ambition régionale que vous a présenté aussi Clara. Donc tout ça, c'est notre socle à nous pour Oxitalim pour démarrer en fait la préparation des phases de marché. Donc à partir de ce socle, c'est de là que qu'on va travailler sur le panorama de l'offre régionale. On va travailler sur tout l'état des lieux justement de l'offre, donc comme l'a expliqué Clara, en étant en contact direct avec tout l'écosystème, les chambres régionales d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture, mais aussi les interprofessions, etc. Donc on va s'appuyer sur des études qui sont aussi faites sur l'offre régionale et de ce cadre réglementaire et de cette ambition régionale et en ayant fait cet état des lieux, on va
pouvoir définir notre plan d'action en s'adaptant aussi aux besoins et aux contraintes des acheteurs publics qui sont nos adhérents. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer un petit peu le cadrage de notre consultation pour ensuite aller un petit peu plus finement identifier tous les acteurs des chaînes de valeur et qualifier un petit peu toute l'offre qu'on peut trouver en région. Et donc, on va, nous, s'adresser après, en fonction de ces études, on va dire, préliminaires qu'on aura fait avec une vision assez macro, on va dire, de l'offre régionale. On va aller ensuite cadrer notre consultation en consultant, on va dire, tous les acteurs qu'on peut identifier de la production jusqu'aux acteurs de la distribution. On va aussi, du coup, faire des analyses un petit peu plus poussées auprès de nos adhérents sur leur remontée de besoins. Donc, ils ont le cadre réglementaire, mais ils ont aussi leurs usages et leurs contraintes aussi du quotidien, de leur configuration sur leur cuisine, comment ils sont équipés. Donc tout ça aussi, ça va jouer pour nous pour construire nos marchés. Et donc on va confronter un petit peu tout ça pour pouvoir définir un petit peu le cadre de nos consultations pour nos marchés publics. Et donc c'est de là qu'on va définir les unités de besoin. Et ensuite, de là va découler la rédaction de notre consultation. Donc à la fois par l'allotissement, le cahier des charges et les critères que je vous détaille sur la slide d'après. Donc voilà, on a ces 3 gros pavés dans nos marchés qui sont les, on va dire, les piliers de nos marchés pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vous a présenté jusqu'ici. Vous dire un petit peu sur les marchés Oxitalim à quoi ça correspond concrètement. Donc, justement, c'est une mise en confrontation donc, de l'offre et des besoins de la restauration collective, donc, et notamment pour Oxitalim de l'offre du territoire qui aura été identifié. Et donc, on va rédiger des cahiers des charges qui vont être en cohérence justement avec le sourcing que l'on aura fait. Et on aura identifié donc des produits qui nous semblent vraiment intéressants pour la restauration collective. Et donc, on va construire des cahiers des charges qui vont correspondre à la plus-value qu'on aura identifiée, notamment sur les critères de qualité de vos produits qui sont que vous pouvez avoir, et aussi les labels et les certifications que vous aurez fait le choix de mettre pour vos produits. Ensuite, Clara l'a abordé, on va travailler sur l'allotissement. Donc là, l'allotissement, il joue sur à la fois le territoire et la largeur de gamme. Et donc là aussi, il va falloir avoir une cohérence entre les capacités logistiques des acteurs qui sont identifiés sur le territoire, mais aussi un juste découpage pour optimiser, on va dire, la charge pour nos adhérents. Donc, pas faire, on va éviter des lots monoproduits ou quand on a un petit établissement qui fait 200 couverts, devoir commander vraiment à des producteurs trop différents et avoir trop d'interlocuteurs en termes de fournisseurs, ça va être compliqué. Donc on va essayer de s'appuyer aussi sur des acteurs de la logistique pour avoir un allotissement le plus optimisé possible. Donc tout ça, c'est un travail d'équilibre que l'on va faire déjà en fonction du sourcing que l'on aura fait, mais aussi en fonction des besoins de nos adhérents. Et ensuite, le troisième point qui est très important pour nous dans la construction de nos marchés, ce sont les critères de notation. Donc, nous, la valeur prix dans nos marchés sur Oxitalim est plutôt minorée. Généralement, c'est entre 25 et 40% de la note pour l'attribution du marché. Et donc, du coup, le reste de la note va se baser sur 3 grandes parties. Et donc, ce sont ces parties-là qui vont être très importantes à valoriser pour les fournisseurs du territoire pour pouvoir obtenir un marché Oxitalim. Donc, dans ces grandes parties, il va y avoir les conditions de production, la qualité de service et la traçabilité des produits, et aussi les démarches environnementales qui sont mises en œuvre. Et donc, pour aller plus loin sur le document d'après, donc là, on va illustrer un petit peu ce qui vous a été présenté sur les fondamentaux des marchés publics, avec les documents qui sont propres au marché Oxitalim. Donc, il y en a que l'on retrouve dans tous les marchés, comme on vous l'a expliqué. Donc, nous, on a le CCP, donc c'est un regroupement entre les CCAP et le CCTP. Donc nous, on a un seul document qui s'appelle CCP et qui va donner en fait le cadre de la consultation. Donc à la fois le cadre réglementaire,
mais aussi tous les besoins des adhérents. Ça va aussi expliciter donc les conditions d'exécution du marché et les engagements respectifs. Donc les engagements du pouvoir adjudicateur, mais aussi les engagements des soumissionnaires. Donc c'est là qu'on va reprendre effectivement le régime financier, donc comment sont fixés les prix et après éventuellement comment ils pourront être révisés pendant l'exécution du marché. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à prendre connaissance au moment où vous allez répondre au marché pour vous assurer que ça correspond bien à votre mode de fonctionnement. Il y a aussi les conditions de résiliation et donc tout ça c'est des choses qu'il vous faut vraiment avoir en tête quand vous répondez au marché, de bien prendre en compte tout ce cadre-là du marché. Un document qui est un peu spécifique à notre marché, qui va être accroché au CCP, c'est l'annexe des dispositions particulières. Donc ça, c'est un document que nous, on produit avec Clara, qui va, pour chaque lot et pour chaque référence, définir des caractéristiques imposées. À savoir, pour chaque produit, on va expliciter dans ce document si on souhaite avoir un label ou une certification, si on veut un type de conditionnement et aussi sur la composition des produits, c'est ici qu'on va mettre des caractéristiques. Et généralement, on va faire en sorte que ces caractéristiques elles soient en phase avec l'offre qu'on aura identifiée sur notre territoire. L'autre document qui est incontournable, on en a déjà pas mal parlé, donc c'est le règlement de la consultation. Et donc effectivement, dans ce document, c'est ici qu'on va retrouver toutes les règles pour répondre à l'appel d'offres, et notamment ces fameux critères d'attribution et tous les documents qui vont devoir être fournis. Et donc, raccroché à ce règlement de la consultation, justement, nous, on fournit sur Oxitalim un cadre de mémoire technique. Donc, c'est le cadre de réponse technique dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, pour nous, ce document, il a vraiment beaucoup, beaucoup d'importance parce que c'est là qu'on va détailler tout un tas de questions sur lesquelles les candidats devront répondre à la fois sur leur positionnement, mais s'il référence des fournisseurs, il faudra aussi qu'il détaille bien pour les fournisseurs qu'il a référencés, de bien répondre à toutes les questions. Et c'est à partir de ce document-là que nous, on va sélectionner l'offre la mieux disante hors critère prix. Donc, si le critère prix représente 25% de la note, par exemple, les réponses à ce cadre vont représenter 75% de la note. Donc, c'est vraiment un document qu'il ne faut surtout pas négliger. Du coup, là, on vous a parlé donc des documents, on vous a parlé du contexte général de la restauration. Occitalim vous a présenté aussi, eux, la manière dont ils mènent leurs appels d'offres et dont ils les préparent. Du coup, on a trouvé intéressant dans cette quatrième partie de vous présenter finalement comment je réponds à un appel d'offres. Parce qu'une fois que... Donc, quelles sont les formes de réponse? Donc, moi, je suis soumissionnaire. Comment je vais pouvoir répondre? Alors, je vais pouvoir répondre seul, c'est-à-dire je dis je suis compétent sur l'ensemble du lot, je souhaite y aller seul, il n'y a pas de problème, je réponds tout seul. Je vais pouvoir répondre en groupement. Alors là, un groupement, c'est par exemple, je vous donne un exemple, vous allez me dire avec ces yaourts et ces fromages, mais il y a un lot produits laitiers et vous êtes compétent pour fournir les fromages, mais vous n'êtes pas forcément compétent pour fournir les yaourts. Et vous vous dites, je vais me grouper avec un autre producteur à côté de chez moi et on va répondre tous les deux. Lui se chargera des yaourts et moi, je me chargerai des fromages. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on appelle un groupement. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'il y a deux formes de groupement. Il va y avoir le groupement conjoint. Le groupement conjoint, vous allez préciser tout de suite au pouvoir adjudicateur, vous allez leur dire, voilà, moi je suis l'entreprise, le producteur Intel, je vais vous fournir les yaourts. Et lui, c'est l'entreprise, le producteur Intel, il va vous fournir les fromages. Mais c'est écrit dès l'appel d'offres. C'est-à-dire que c'est séparé. Donc, par exemple, si jamais il y en a un des deux, et ce que je ne vous souhaite pas, qui ne peut plus remplir ses missions, qui n'est plus en capacité de tenir ses engagements, l'autre n'est pas responsable. C'est vraiment, vous êtes ensemble et vous êtes conjoints. On va avoir aussi le groupement solidaire. Et là, c'est un peu différent parce que le groupement solidaire, il part du principe que vous êtes solidaire pour l'ensemble des prestations du lot auquel vous répondez. Et du coup, la différence, c'est que si jamais moi, producteur de fromage, je ne peux plus répondre pour X ou Y raison au marché public pour lequel je me suis engagée, et ben la personne
qui produit les yaourts, elle doit se débrouiller et elle est solidaire de ça. Du coup, elle est responsable du fait que il faut aussi qu'elle fournisse les fromages. Donc, c'est vraiment la différence. Conjoint, c'est chacun sa partie. On répond ensemble parce qu'on unit nos forces pour répondre à un lot, mais on a chacun notre partie. Solidaire, on est solidaire sur l'ensemble du lot. On va avoir aussi la sous-traitance. Là, ça peut être, je décide de répondre à un lot, je ne sais pas, d'épicerie sèche. Il y a une partie du lot auquel je ne peux pas répondre, je décide de prendre un sous-traitant. Donc, c'est moi qui reste l'interlocuteur du pouvoir adjudicateur, c'est moi qui suis en première ligne, mais j'ai décidé de sous-traiter une partie des prestations. Voilà, c'est possible aussi, c'est un choix. Et vous allez avoir aussi via un intermédiaire. Donc là, si vous allez, par exemple, vous faire référencer sur une plateforme de recoupement des offres, vous faire référencer, je vais y arriver, chez un grossiste. Et là, c'est lui qui va répondre à l'appel d'offres et qui va vous dire, voilà, j'ai besoin de vos prestations sur tel ou tel point. Donc, c'est possible aussi. Donc, retenez bien, on peut candidater seul. Je suis capable de répondre au lot, j'y vais tout seul. Je peux me grouper avec d'autres producteurs, je peux sous-traiter ou je peux passer via un intermédiaire. Donc, il y a 4 solutions pour répondre à un appel d'offres. Le dossier de réponse, donc il contient quoi? On l'a vu un peu avec Oxitaline, mais généralement, il y a 2 parties. Vous allez avoir le dossier administratif d'un côté qui va contenir DC1, ce qu'on appelle la lettre de candidature, DC2, la déclaration des moyens du candidat. Ne vous inquiétez pas, ces 2 documents sont des documents étatiques, c'est des formulaires auxquels vous devez ajouter vos informations. On va notamment vous demander votre numéro de SIRET, on va vous demander votre chiffre d'affaires, des choses comme ça. Les références, les assurances, les attestations fiscales et sociales. Là, c'est ce qui va être attestation URSSAF, attestation du Trésor public. Et s'il y a sous-traitance, il y a un autre formulaire à remplir qui s'appelle le DC4. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le cadre du dossier administratif, si le dossier il est incomplet, il peut y avoir une demande de complément par la collectivité. C'est possible. A contrario, on va avoir un deuxième dossier qui s'appelle le dossier de l'offre. Donc, vous aurez toujours 2 dossiers dans lequel il y aura BPU, DQE, mémoire technique, cadre de réponse technique ou cadre de mémoire technique en fonction de comment il est nommé, l'acte d'engagement, les fiches techniques des produits ou encore les CCAP et CCTP signés. Il peut y avoir d'autres documents, mais généralement, c'est la grosse base qu'on a. Et par contre, s'il manque un document dans votre dossier de l'offre, ça entraîne le rejet de l'offre. Donc, soyez très attentifs quand vous lisez le règlement de consultation. Vous allez voir, il y a toujours 2 parties administratives offre. Soyez très attentifs à bien cocher. C'est ce que je fais personnellement. Je coche. Est-ce que j'ai bien remis tel ou tel document? Et pareil, toutes les offres sont automatiquement rejetées si elles sont hors délai. C'est-à-dire que dans un appel d'offres, quand on vous dit, je ne sais pas, l'appel d'offres est à rendre pour le 1er juillet midi, si vous répondez à midi 01, votre offre ne sera même pas ouverte et même pas analysée. Donc, tenez-en bien compte. On verra après les bonnes pratiques de savoir quand est-ce qu'on répond et quelle marge on peut prendre. Les critères de notation. On en a parlé un peu, Oxitaline vous en a un peu parlé, mais le critère de notation, c'est une mesure spécifique qui va permettre d'évaluer et de comparer les offres des candidats. Et l'intérêt de ces critères, c'est que non seulement vous les avez au règlement de consultation, donc vous les connaissez, mais aussi ils permettent une objectivité et une transparence. Vous savez que vous êtes noté, par exemple, à 40% sur le prix, à 10% sur la RSE. L'alignement avec les objectifs du marché, quand on établit des critères de notation, ils sont toujours en cohérence avec ce qu'on attend du marché. Là, par exemple, Oxitaline vous a dit, voilà, nous, on attend clairement des produits de qualité, donc forcément, le critère prix, on va peut-être un peu le minorer par rapport aux critères techniques. L'égalité de traitement des candidats, vous savez que vous êtes tous évalués sur les mêmes critères. Donc, comme je vous disais, où je les trouve, ces critères de notation? Dans le règlement de consultation, notre Bible. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous pouvez avoir 40% prix, 50% qualité, 10% RSE. Ça, la hiérarchisation des critères et les pourcentages, c'est au choix de la collectivité. C'est eux qui vont établir ces critères en fonction de ce qu'ils attendent de leur marché. Mais il y aura toujours des critères. N'hésitez pas à les consulter. Et quand vous avez un mémoire technique, l'offre, elle doit impérativement être alignée sur les critères de notation.
C'est-à-dire que si j'ai des critères, là, par exemple, 50% qualité, 10% RSE, avec un détail de ce que j'attends derrière, vous, quand vous allez répondre à votre mémoire technique, le plan de votre mémoire technique, il doit reprendre ces critères-là. Ça va permettre à la personne qui analyse de savoir exactement, voilà, ce que vous mettez derrière telle ou telle chose, quels avantages commerciaux vous pensez vous avez par rapport à tel ou tel critère, et du coup, d'avoir une notation qui est au plus juste. On va faire un petit quiz. Alors, qu'est-ce qu'un pouvoir adjudicateur dans le cadre des marchés publics? Une entreprise privée qui soumet une offre pour un marché public, un organisme ou une autorité publique qui passe le marché public, un document décrivant les conditions administratives et contractuelles du marché, ou 4, un contrat conclu entre un acheteur public et un fournisseur pour des travaux, des fournitures ou des services. Je te laisse lancer le sondage, Océane. C'est lancé de mon côté, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, qu'est-ce qu'il se démarque? Alors, en majorité, on va avoir du coup un organisme ou une autorité publique qui passe le marché public. Exactement, vous avez bien retenu que l'organisme qui passe est le pouvoir adjudicateur et que vous êtes le soumissionnaire du coup. Que signifient les acronymes BPU et DQE? Bulletin des prix unitaires et dossier quantitatif étendu, bordereau des prix unitaires et détail quantitatif estimatif, bordereau des prix utilisés et détail de la quantité estimée, bulletin des prix uniques et dossier de la quantité estimée. Celui-ci est un peu plus compliqué. Je vous laisse répondre au sondage. Alors, qu'est-ce qui se détache? Alors, du coup, la majorité ont répondu le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif. Et quelques personnes ont répondu aussi les deux dernières réponses. D'accord. Donc là, on est bien sur le bordereau des prix unitaires. Donc, c'est l'endroit, le document où vous allez remplir vos prix à l'unité. Et le détail quantitatif estimatif, c'est bien un devis que va établir sur des quantités qu'elle a estimées la collectivité pour pouvoir comparer vos offres. Je laisse la main à Oxytalim, du coup. Oui. Alors, donc là, on repart sur les documents de marché. Donc, comme on a pu vous dire, nous, on fournit donc le dossier avec une annexe des dispositions particulières. Donc, il n'est pas un document obligatoire, mais nous, on le met systématiquement dans nos phases de marché. Et donc, on vous a mis un exemple. Donc là, c'est sur des produits laitiers. Donc, c'est pour vous montrer quelles sont les spécificités que l'on attend et comment on les fait stipuler sur cette annexe. Donc, vous avez bien les libellés qui ressortent dans la dénomination, les gammes de produits qui sont bien séparées par gamme. Vous allez retrouver les formats attendus avec bien sûr un estimatif qu'on accepte de plus ou moins 10%, mais ça diffère selon la gamme de produits. Les conditionnements attendus s'il y en a des biens spécifiques que l'on attend. Le label ou la certification. S'il n'y a rien dans cette case, c'est que l'on attend potentiellement des références en conventionnel, mais il est aussi possible de se positionner avec des références mieux disantes, donc avec des labels ou certifications. Et des spécificités s'il y a des choses bien spécifiques que l'on attend. Par exemple, là, on voit que la crème fraîche, elle doit être de 30% minimum, donc il n'aurait pas été possible de se positionner avec une crème fraîche allégée. Voilà pour cet exemple d'annexe. Donc, toutes les références de l'annexe des dispositions particulières sont retrouvables dans le BPU, bien sûr. Et toutes les spécificités qui sont attendues dans l'annexe de dispositions particulières doivent être retrouvables dans les fiches techniques produits que vous allez nous fournir lors de votre candidature. Et donc, pour
continuer, je vais faire un focus sur ce cas de mémoire technique pour lequel on a insisté sur l'importance. Donc, il faut savoir que ces cas de mémoire technique, on en fait des différents selon les gammes de produits. Et ils vont être bien spécifiques aux différentes filières. Notamment, on va vous demander des précisions sur les modalités de production, sur les modalités d'approvisionnement en matières premières. Donc, forcément, ils vont être, on va en faire des spécifiques selon ces différentes filières. Et ce qui est attendu, ce sont vraiment des réponses concises et précises qui sont en lien avec l'objet du lot. Et donc, les erreurs à éviter, ça va être de faire des réponses qui seront vraiment d'ordre trop général ou même des discours qui sont vraiment juste marketing. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et aussi, le mieux, c'est quand même de préciser les propos que vous allez mettre dans votre cadre de mémoire technique en joignant à vos réponses des documents qui attestent ce qui est écrit dans ce cadre de mémoire technique. Donc, bien reporter les documents auxquels se référer dans ce cadre de mémoire technique et donc après préciser en joignant au dossier soit des statuts selon l'organisme, enfin selon votre statut en tant que répondant, soit des chartes que vous pourriez mettre en place, des chartes d'engagement avec les producteurs ou autres, ou des contrats, enfin voilà, tout document qui pourra appuyer ce qui est indiqué dans ce cadre de mémoire technique. Et donc, pour illustrer un petit peu, là, on va vous prendre un exemple d'une question. Justement, dans ces cas de mémoire technique, une des premières questions, ça va être de demander au candidat de préciser comment il s'organise, là, on va dire sur les produits laitiers, comment il s'organise pour s'approvisionner en lait. Donc, on va demander quel est le parcours du produit. Et donc là, je vous ai repris un exemple de réponse qui nous avait été faite. Dont je vous laisse prendre connaissance. Mais là, justement, on nous parle, donc là, on demande par exemple, on demande des produits issus de l'agriculture biologique, donc c'est quelque chose qui est déjà dans notre cahier des charges. Donc déjà, quand on nous répond que on a choisi de travailler pour l'agriculture biologique, nous, c'est quelque chose qu'on demande déjà dans notre cahier des charges. Donc, ça va pas être une plus-value vis-à-vis de cette réponse parce que c'était une exigence à notre cahier des charges. Donc, si on nous répondait avec un produit qui n'était pas biologique, on rejetterait l'offre quoi qu'il en soit. Et donc là, on nous explique qu'il y a un approvisionnement en lait et fruits, mais on n'a pas vraiment de détails sur l'organisation de l'approvisionnement. En revanche, sur la partie droite là qu'on vient de vous faire apparaître, on a une autre réponse à cette même question en identifiant une coopérative laitière, en explicitant en fait la situation d'exploitation autour de cette coopérative. On nous précise aussi comment est collecté le lait et comment il est transformé. Donc là, on a une vision qui est beaucoup plus claire de ce parcours du produit, de l'approvisionnement. Alors que dans la première réponse, justement, on était plutôt sur un discours très marketing, mais qui ne nous apporte pas d'éléments pour pouvoir comparer l'offre entre plusieurs candidats. Donc voilà un petit peu des exemples pour pouvoir répondre un petit peu de manière beaucoup plus pragmatique à nos cas de mémoire technique. Du coup, on a vu le cadre général, on a vu les fondamentaux des marchés publics, on a vu comment on répond à un marché public et comment on répond aussi plus précisément à un marché Oxydalim. Mais on ne s'est pas posé encore la question de quelles sont les conditions de réussite et qu'est-ce qui va faire que du coup, je vais réussir et que je vais pouvoir gagner ces marchés publics. Au-delà d'y répondre, le but, c'est de pouvoir y accéder. Faire un gros point, parce que la première condition de réussite, c'est de faire une veille et une sélection des marchés auxquels on va répondre. Le but, c'est pas de répondre à tous les marchés qui passent sans avoir analysé si on y est éligible, si on a des chances de gagner, etc. et si ça nous concerne finalement. Alors, pour la veille et la sélection, il y a plusieurs outils. On va avoir les plateformes officielles, ce qu'on appelle le BOAMP, c'est-à-dire que tous les marchés sont publiés au BOAMP ou le jouent quand on parle de l'Union européenne, des plateformes spécialisées telles que AWS, e-marché public, marché online, le portail des marchés publics, en sachant que la région, en tout cas que Oxydalim utilise AWS
Et comme je vous l'ai dit, le BOAMP, c'est une publication obligatoire et la région va utiliser AWS. Vous allez me dire, d'accord, donc j'ai la liste des sites, mais je fais comment? Comment je fais pour sélectionner mon appel d'offres, finalement? Je vais m'identifier sur les sites de publication. Donc, je vais par exemple aller m'identifier sur le BOAMP ou sur AWS. 2, je vais m'inscrire et je vais créer une alerte. Sur le BOAMP ou sur les plateformes spécialisées, vous pouvez créer une alerte avec des mots-clés. Qu'est-ce que ça va engendrer? Vous allez recevoir des mails. À chaque fois que votre mot-clé, par exemple, je ne sais pas, vous avez mis produits laitiers, denrées, produits laitiers, à chaque fois que dans un appel d'offres va apparaître denrées et produits laitiers, vous allez recevoir un mail vous disant, ben voilà, nous, on a détecté cet appel d'offres pour vous. Et après, c'est à vous d'aller vérifier si l'appel d'offres est bien pour vous. Donc, le 4, c'est l'analyse de l'appel d'offres. Je reviendrai par la suite sur les réflexes qu'on doit avoir quand on réceptionne un appel d'offres. Mais là, donc, je reçois mon mail, j'analyse si c'est pour moi, si c'est pas pour moi, si je suis en capacité de répondre. Éventuellement, si je suis en capacité de répondre, comment? On a vu précédemment, voilà, je peux répondre seul, en groupement, en sous-traitance, par un intermédiaire. Voilà, sur quel lot je souhaite répondre. On analyse tout ça, on lit bien le règlement de consultation. Et après, on répond, le cas échéant. Si on estime que ce marché est pour nous, on répond. 5 réflexes à avoir lors de la réception d'un appel d'offres. C'est-à-dire que quand je reçois ce mail, justement, me disant oui, ben, potentiellement, il y a cet appel d'offres qui pourrait vous intéresser, qu'est-ce que je fais? 1, je vérifie l'origine de la haut. Toujours vérifier qu'il vient bien d'un site officiel. Voilà, vérifier si c'est déjà un client chez vous ou pas, si c'est un prospect, si c'est un nouveau marché, dans quelle région il se situe, etc. Mais bien vérifier l'origine de l'appel d'offres. Dites-vous que si un appel d'offres, il doit toujours paraître au BOAMP. Déjà, posez-vous la question, si jamais il y a des choses, voilà, vous vous retrouvez sur des sites qui ne sont pas des sites officiels, etc. Faites bien attention à ça, vérifiez toujours l'origine. Notez la date de remise de l'offre. Et là, je vous parle avec vraiment du vécu. C'est arrivé de noter, par exemple, que la date, c'était le 1er à midi, enfin de noter le 1er à 17h alors que c'était le 1er à midi. Bon, bah, malheureusement, si on n'a pas noté la bonne date et la bonne heure, bah, tout le travail qu'on a fait pour répondre à cet appel d'offres, bah, il ne sert à rien et c'est quand même vraiment dommage. Donc, bien vous mettre un rappel de à telle date, il faut qu'on ait rendu l'offre. Analyser les critères de notation. Voilà, savoir si, voilà, est-ce que les critères de notation, ils nous avantagent ou pas? Est-ce que, ben voilà, est-ce qu'il y a les produits locaux sont mis en avant si moi, je suis le régional de l'étape, comme on dit? Voilà, et savoir si ces critères-là, ils peuvent rentrer dans ce que moi, je peux proposer. Vérifier l'éligibilité. Il y a certains marchés qui peuvent être réservés. Donc, vérifier que vous pouvez bien répondre à ce marché. Vérifier que, je ne sais pas, il n'y a pas une dégustation, ça peut arriver. Voilà, ce genre de choses. Donc, vérifier que vous êtes bien éligible au marché et lire en entier le règlement de consultation. Je pense que ce sera le mot d'ordre de cette formation et je vais le répéter, mais c'est votre Bible et vous devez absolument le lire en entier. Et c'est le premier document que vous devez lire. Il y a un formalisme à respecter. Qui dit marché public dit formalisme. Mais le formalisme, il n'est pas là pour vous embêter. Le formalisme, il est là pour justement optimiser vos chances de gain et optimiser la lecture que la personne qui va analyser l'offre aura de votre offre. Le respect des délais, date limite de souscription. En général, je conseille vraiment de déposer votre offre à J-48 heures. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, bah, je peux la déposer le matin, si c'est à midi, ça passe. Oui, mais s'il y a un bug du site, si vous vous rendez compte qu'il y a un document qui ne passe pas, si votre ordinateur ne charge pas les documents, etc., ça vous enlève un stress de vous dire, bah, je suis à J-48 heures, si le site il bug, c'est pas très grave, j'ai de la marge. Donc, pensez-y bien quand vous allez répondre à ces appels d'offres. La conformité des documents. On souscrit, souscription complète. On en a parlé avant. Le dossier administratif, on peut rajouter des documents. L'offre, s'il manque le BPU, votre offre est incomplète et elle ne sera déclarée non conforme. Les formulaires standardisés, vous utilisez bien les formulaires étatiques qui vous sont fournis dans les appels d'offres. Souvent, les entités remettent toujours le DC1, le DC2, donc utilisez bien ces documents. Les certifications et les attestations à jour, donc bien penser à inclure, quand on vous demande un extrait de cabis de moins de 3 mois, bien penser à vérifier qu'il est de moins de 3 mois.
pas de modification des documents contractuels. On en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas modifier un BPU, on ne peut pas modifier un DC1. Non, c'est des formulaires qui font foi, qui sont formels et du coup, vous devez répondre dans ces documents contractuels. La clarté de l'offre, présentation structurée avec un ordre logique et clair, un langage clair et précis. On évite les acronymes, etc. Partez du principe que la personne qui va analyser, voilà, c'est comme si vous expliquiez à quelqu'un qui ne connaît pas votre produit. Donc, bien penser à expliciter tout ça et ne pas partir du principe que, bah oui, ils ont l'habitude de faire des marchés de denrées, donc ils connaissent. Non. Les détails techniques et financiers, Occitanie vous en a parlé, mais bien fournir des informations complètes et précises et pas des discours marketés. Mais vraiment, quand on vous pose la question, je ne sais pas, où est produit votre lait, par exemple du lait qu'on a eu tout à l'heure, voilà, pensez bien à dire, bah, mon lait est produit à tel endroit, etc. Et pas une réponse évasive comme on a pu voir. Mettre en évidence les points forts et les avantages concurrentiels. Je vous invite vraiment à mettre en évidence ce qui vous tient à cœur et ce qui vous pensez que c'est un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes à 1 km du lycée, oui, bah, c'est un avantage concurrentiel, mettez-le en avant. Et pensez à bien réfléchir sur ça. Sachez que plus vous allez finalement mâcher, entre guillemets, le travail à la personne qui va lire, et plus votre offre, bah, elle pourra passer et elle pourra être retenue. Et la conformité aux critères de sélection, on en a parlé tout à l'heure, une réponse explicite à chaque critère. C'est très important. Les engagements. Staline vous en a un petit peu parlé du coup juste avant, mais on a voulu vraiment refaire un point sur les engagements pour vous redire que quand vous vous engagez dans un marché public, ce que vous allez écrire dans les documents que vous allez remettre pour votre offre, ça va être valable pour l'ensemble du marché. Par exemple, le prix. Donc, on a un prix pour toute la durée du marché qui pourra être réévalué avec la formule de prix que vous trouverez généralement au CCAP. Mais pensez bien à vous dire que quand vous établissez un prix, le prix, il est pour la durée du marché, que ce soit 3 ans ou 4 ans. Il sera révisé uniquement par la formule de révision des prix. Vous ne pourrez pas dire, oui, bah finalement, non, ça ne va pas. Non. Le prix, il est fixé pour la durée du marché. La qualité, c'est pareil. La fourniture des produits et des services, elle doit être de qualité constante. Si vous vous engagez sur du bio et que vous dites, bah, nous, on va vous fournir des yaourts ou des fromages bio, ça doit être, le respect, il doit être sur l'ensemble de la durée du contrat. Le respect des labels, des calibres, des marqueurs de qualité. La qualité, elle doit être constante sur l'ensemble du contrat. Pareil, les modalités d'exécution du marché. Vous devez respecter les conditions d'exécution du marché sur l'ensemble du marché. Les délais, les quantités et les indicateurs que vous avez à fournir, à partir du moment où vous êtes engagé en début de marché, la qualité doit vraiment, je vais dire la qualité dans son ensemble, doit être maintenue sur l'ensemble de votre marché. Et c'est très important qu'on vous le rappelle, parce que quand vous allez écrire des choses dans votre appel d'offres, soyez sûr que vous allez pouvoir les tenir sur 3 ans, 4 ans, en fonction de la durée du marché, ou 1 an, ça va dépendre de ce que la collectivité a demandé. Et voilà, l'ensemble des engagements sont applicables sur l'ensemble de la durée du marché. L'essentiel. On va faire un dernier petit quiz. Du coup, quels sont les aspects formels à respecter dans le cadre d'un appel d'offres? Respect des délais, conformité des documents, clarté de l'offre. Originalité, créativité, innovation. Confidentialité, flexibilité, improvisation. Simplicité, rapidité, minimalisme. Je te laisse lancer le sondage. C'est bon pour moi, le sondage est lancé, vous avez quelques instants pour y répondre. Alors, qu'est-ce qui se détache? Alors, la majorité des réponses, donc c'est le respect des délais, conformité des documents et la clarté de l'offre. Exactement. On aurait aimé parfois l'originalité, la créativité, l'innovation, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment, on ne portera pas de jugement là-dessus. La réponse à un appel d'offres, c'est très formalisé. Donc, pensez bien à respecter la conformité des documents, les délais et la clarté de votre offre. Et enfin, quels sont les 5 premiers réflexes à avoir dès la réception d'un AO?
Consulter les rapports financiers, organiser une réunion d'équipe, évaluer les risques, planifier une visite sur site, rédiger un projet de réponse. Contacter les partenaires, élaborer un plan de marketing, créer des maquettes, solliciter des feedbacks clients, définir une stratégie de com. 3. Rédiger un brouillon de réponse, contacter le client pour des clarifications, déléguer les tâches, préparer les documents juridiques, finaliser l'offre au dernier moment. Ou, selon ces 4 du coup, vérifier l'origine de l'AO, client, prospect, noter la date de remise de l'offre, vérifier l'éligibilité, analyser les critères de notation et lire le règlement de conciliation en entier. Je te laisse lancer le sondage. Alors, qu'est-ce qui se détache? Alors, du coup, la majorité des réponses, donc c'est la 4e réponse, vérifier l'origine de l'AO, noter la date de remise, l'éligibilité, les critères, etc. C'est exactement ça. Donc, nous arrivons du coup à la fin de notre présentation. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de répondre au marché public et vous rendre compte que voilà, une fois qu'on a un peu mis le doigt dedans, tout se passe bien et que voilà, et que c'est vraiment une opportunité de diversification pour vous.